Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud Van Weyenberg, je suis chercheur au Centre Perelman de philosophie du droit depuis quelques années et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui les grands principes, quelques jalons pour mieux comprendre le pluralisme ordonné. Alors qu'est-ce que le pluralisme ordonné? J'ai envie de commencer par la palissade en disant le pluralisme ordonné, c'est essayer de remettre un peu d'ordre dans le pluralisme. Je pense que ça n'explique pas grand-chose. Et donc, je vous propose un plan assez simple, comme vous pouvez voir, c'est de commencer par une introduction qui va vous définir, vous remettre dans le bain du pluralisme. Qu'est-ce que le pluralisme? Quelles sont les différentes variantes du pluralisme? Un petit peu, quel est le point de départ de ce pluralisme ordonné? C'est que les pluralistes ordonnés sont avant tout des pluralistes. Une fois qu'on aura, au cours de cette introduction, mieux compris ce qu'est le pluralisme, je vous propose d'en étudier une branche bien particulière qui est le pluralisme ordonné qui s'est attaché à théoriser, mieux comprendre, proposer des préceptes concernant finalement la globalisation et ce que nous on appelle le droit global. Donc nous n'en verrons qu'une branche bien particulière qui est représentée en particulier par deux auteurs, Madame Mireille Delmas-Marty et Paul Schiff-Berman. Et ensuite, je vous propose, j'ai posé un certain nombre de questions en conclusion afin de lancer le débat et qu'on cadre bien le débat par rapport au projet donc, de ce cours de théorie du droit qui est d'établir une cartographie bien précise ou la plus précise possible des différentes théories du droit global. Alors, malheureusement, je n'ai pas trouvé un président des États-Unis qui parlait du pluralisme ordonné, ni un film à la médiathèque qui me permettait de mettre en scène un acteur qui prononcerait des phrases aussi troublantes que précédemment, mais j'ai retrouvé cette citation que je trouvais particulièrement pertinente et qui nous vient d'un grand nom du droit et de la sociologie du droit, qui est Jean Carbonnier, et je trouve qu'elle résume bien, en quelque sorte, ce constat de pluralisme qu'un certain nombre d'auteurs ont posé. Il dit ainsi, à l'intérieur des syndicats, des associations, des sociétés anonymes, il se crée du droit. C'est un droit spécial à des groupements particuliers, mais c'est du droit. Semblablement, les églises, les services publics, les établissements décentralisés peuvent avoir leurs droits particuliers, qui sont des droits infra-étatiques. Et au-dessus de l'État, certaines organisations internationales, aujourd'hui ONU, et j'ai envie de dire Union européenne, émettent aussi des règles de droit qui ont vocation à s'appliquer sur différents territoires nationaux en concurrence avec les droits étatiques. Bref, il faut admettre comme une hypothèse fondamentale que l'on n'a pas a priori affaire sur un territoire donné à un seul droit qui serait l'étatique, mais à une pluralité de droits concurrents, étatiques, infra-étatiques, supra-étatiques. Voilà, le constat est posé. Il y a une pluralité de droits qui coexistent, qui se concurrencent, qui sont complémentaires les uns avec les autres. Ces pluralistes, dont Jean Carbonnier fait partie, partent en fait d'un constat commun. C'est une réaction, ou plutôt une dénonciation de l'étatisation du droit dans la doctrine traditionnelle. En quelque sorte, ils sont fatigués de ne voir qu'une seule théorie du droit, ou en tout cas un courant majeur, qui a tendance à réduire le droit à l'État, le droit égale l'État, avec ces figures de proue que vous connaissez bien et que vous avez vues l'année dernière avec Benoît Friedman, que sont Raymond Carré de Malbert et Hans Kelsen. Ils trouvent, les pluralistes, que ces théories ont un caractère totalisant et exclusif qui entretiennent dangereusement la suprématie étatique. L'État serait l'alpha et l'oméga du droit. Et cette théorie, quoique intéressante, est sans doute réductrice à leurs yeux parce qu'elle méconnaît la complexité de la vie sociale en donnant l'image d'un tout, cette fameuse pyramide kelsénienne dans laquelle tout pourrait rentrer, cette pyramide homogène et intégrée. Le pluralisme, c'est aussi un courant doctrinal de relativisation de l'État qui comporte de nombreuses variantes. Il n'y a pas une doctrine pluraliste, il y a des doctrines pluralistes. Ces doctrines pluralistes, on connaît de grandes nuances, c'est carrément parfois des doctrines qui sont assez éloignées l'une de l'autre, et ces nuances, ces différentes écoles s'expliquent par un certain nombre de critères, d'explications.
Il y a tout d'abord, au sein du pluralisme, on voit que ce sont des gens de formation très différentes. On y trouve des sociologues, on y trouve des philosophes du droit, des anthropologues. Et ces différents auteurs n'ont pas tous le même champ de recherche. Un certain nombre, bien entendu, plutôt les anthropologues vont plutôt mettre l'accent sur les sociétés primitives. Le pluralisme a connu aussi son heure de gloire au moment de la colonisation et du début de la décolonisation, où on étudiait les sociétés primitives en comparaison avec les sociétés occidentales. Et il y en a d'autres qui se sont limités aux sociétés occidentales. Donc on voit différentes formations, différents champs d'études, et aussi contexte politique, vu que le pluralisme n'a pas qu'une seule, sur la ligne du temps, n'est pas né au même moment, enfin elle est née au même moment, mais s'étale sur plusieurs décennies, et en fonction du contexte politique, qui parfois était la lutte contre le libéralisme, la lutte contre l'État colonial, ou la réhabilitation des sociétés autochtones. Tout ça pour vous expliquer qu'il m'est bien difficile en introduction de vous parler du pluralisme comme d'une école monolithique, mais que vous devez bien vous rendre compte qu'il y a de très nombreuses variantes. Toutefois, on peut trouver un principe commun qui consiste à dire qu'il existe au sein d'une société une pluralité d'organisations sociales où se manifestent, et j'ai sciemment choisi un terme, j'ai essayé de le trouver le plus neutre possible, des phénomènes de droit. Et en tout cas, toutes ces écoles ont en commun de vouloir donner un rôle déterminant aux forces sociales dans la création du droit. Et on peut remarquer par là une certaine parenté, même une parenté forte, avec les courants que vous avez vus l'année dernière d'écoles de sociologie du droit. Et donc, comme maintenant vous l'avez bien compris, les pluralistes s'opposent aux monistes. C'est vraiment une espèce de action-réaction. Et pour rappel, donc, Kelsen, Carré de Malbert défendent donc un monisme pur et dur. Le monisme étant, je vous le rappelle, considère que le droit n'existe que sous la forme d'un système unique et universel. Et j'aime beaucoup cette phrase de Hans Kelsen qui dit, de manière assez forte, « Personne ne peut servir deux maîtres » ou encore « Une construction moniste a un caractère inévitable ». Donc tous ceux qui ne pensent pas comme moi, eh bien, c'est des imbéciles, en quelque sorte. Le pluralisme, quant à lui, il admet une coexistence d'une pluralité de systèmes juridiques non hiérarchisés, mais qui interagissent les uns avec les autres sans qu'aucun système ne nie l'indépendance ou la normativité de l'autre. Et c'est là, en fait, où mon point de départ que j'ai vraiment choisi, c'est de vous dire, voilà, le pluralisme, il dit, il y a une pluralité de choses, mais la question de l'articulation n'est pas tranchée. En quelque sorte, ok, on peut constater qu'il existe différents phénomènes de droit, mais comment ceux-ci s'agencent? Eh bien là, c'est une deuxième ligne de démarcation entre les différentes écoles, c'est-à-dire que la manière dont ils l'ont agencé va différer d'un auteur à l'autre. Et donc, la nature et la modalité de ce partage entre ces différents phénomènes de droit a fait l'objet de différentes versions. La première, défendue par Gurvitch, c'est un pied d'égalité, c'est-à-dire que ces phénomènes de droit sont sur un pied d'égalité. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre, et je reprends une de ces phrases. Le pluralisme juridique rend compte de la pluralité irréductible des foyers juridiques, dont certains, alors il nuance un petit peu, peuvent s'affirmer comme équivalents. Deuxième école, dans le pluralisme juridique, il y a ceux qui donnent quand même, dans cette pluralité de phénomènes de droit, une place centrale à l'État. Un des auteurs les plus connus est Léopold Pospisil, un nom difficile à prononcer, Léopold Pospisil, qui est tchèque, qui est ancien professeur d'anthropologie à Yale, et c'est un grand spécialiste donc, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et donc lui, sa théorie consiste à dire que toute société est constituée de sous-groupes, formant chacun un système juridique particulier. Ces sous-groupes sont hiérarchiquement ordonnés au sens où ils forment une succession de niveaux juridiques qui va de la famille, il parle de bande, il parle d'association, il parle d'État. Et il dit que ces sous-groupes sont hiérarchisés, non pas en fonction d'un critère qualitatif, mais seulement hiérarchique. Et cette hiérarchie, en fait, c'est par rapport au prisme du pouvoir. Celui qui est le plus influent va, en quelque sorte, être le pôle d'attraction des autres. Or, à l'époque où il écrit, eh bien, le pôle d'attraction le plus important est clairement l'État, et que donc l'État est vraiment le référent essentiel de cette pluralité d'ordre juridique, et que tous les autres se construisent en fonction de lui.
après Léopold Pospisil, nous avons quelqu'un bien connu qui s'appelle Santi Romano, c'est un Italien, professeur de droit, et il a été quelques années président du Conseil d'État italien, donc vous voyez quelqu'un d'important. Et il dit on peut parfaitement concevoir le droit sans l'État. Vous pouvez voir, à cette époque-là, ce n'est pas tout à fait courant de lire ça. Il parle de pluralité d'ordre juridique, et ensuite il enrichit, mais de par son universalisme et sa souveraineté, l'État jouit d'une supériorité évidente. Dès lors, tout ordre est subordonné directement ou indirectement à l'ordre étatique. Et il prend l'exemple, il dit, voilà, un certain nombre de sociétés, un certain nombre d'États permettent à des prêtres, à des imams, de donner des effets juridiques au mariage religieux, mais à la fin des temps, ça reste l'État qui décide, oui ou non, de donner des effets juridiques à ce mariage religieux qui est fait dans une église, dans une mosquée. Donc, je vous rappelle, le pluralisme différentes écoles, ceux sur un pied d'égalité, Gurvitch, ceux qui mettent une hiérarchie avec une place centrale pour l'État, que sont Santi Romano et Pospisil. Et ensuite, on en arrive maintenant au corps de cette présentation, c'est ceux qui ne donnent pas une place forcément prépondérante à l'État. Ça ne veut pas dire qu'ils l'excluent, mais des gens qui ont pris, si vous voulez, un pas de recul, des auteurs qui ont pris un pas de recul et qui ont essayé de regarder la société globalisée dans laquelle nous évoluons et qui ont essayé de la décrypter à l'aune de ce postulat, bien entendu, pluraliste qui les caractérise. Alors vous avez Mireille Delmas-Marty, dont je pense un certain nombre d'étudiants ont eu à lire des parties de son ouvrage, qui porte un titre assez original puisqu'il s'appelle « Le pluralisme ordonné ». Et Mireille Delmas-Marty part donc d'un constat. Ce qui domine le paysage juridique actuel, c'est le grand désordre du monde, tout à la fois fragmenté à l'excès, comme disloqué par une mondialisation anarchique, et trop vite unifié, voire uniformisé par une intégration hégémonique qui se réalise simultanément dans le silence du marché et le fracas des armes. Et son objectif annoncé dès le départ, c'est d'essayer d'ordonner le multiple sans le réduire à l'identique, puisqu'elle dénonce cette hégémonie qui s'est réalisée. Alors comment va-t-elle faire pour ordonner ce multiple? Eh bien, elle va décrire un certain nombre, elle va proposer un certain nombre de méthodes. Ou, je vais dire autre chose que proposer, mais elle va dire, il existe actuellement au sein de notre société globalisée un certain nombre de techniques, de méthodes, de processus qui permettent de repenser le droit par le prisme du pluralisme ordonné. Et elle dit, au sein de ces méthodes, il en existe au moins trois. Elle offre donc une typologie où elle dit, ça va du plus léger au plus intégré, du plus léger au plus fort, du moins intégré au plus intégré. Elle dit, tout d'abord, on constate qu'il existe des méthodes de coordination par entrecroisements horizontaux. Elle dit, l'étape d'après, une société qui est plus ordonnée, eh bien, elle propose plutôt des mécanismes d'harmonisation qui impliquent le rapprochement, mais l'harmonisation, ce n'est pas l'uniformité. Et enfin, l'étape ultime, c'est carrément l'unification, qui, elle, est plus dans une logique verticale. Et cette unification, elle souhaite qu'elle soit faite par hybridation. Et je vous propose de voir maintenant tour à tour chacune de ces trois méthodes, chacun de ces trois processus d'interaction. J'ai essayé d'être le plus didactique possible et de mettre chaque fois des petits sous-titres afin que vous compreniez bien les différents processus. Donc, dans le premier processus qui est la coordination, elle propose tout d'abord, elle décrit plutôt le monde en disant il existe une internormativité de fait. Dans cette internormativité de fait, elle dit les acteurs, ce sont en fait les producteurs de droit. Donc il existe de nombreux producteurs de droit et entre eux, il y a une internormativité qui se fait. Il y a des relations entre des ensembles normatifs, mais qui ne sont pas hiérarchisés entre eux. Donc on n'est pas dans une logique d'obligation, c'est des gens presque sur une base volontaire qui vont chercher ailleurs, à un même niveau de pouvoir, à un même niveau, des mécanismes se trouvant ailleurs. Alors, ce phénomène s'observe surtout entre des ensembles de même niveau, donc c'est le national qui va chercher dans un autre, au même niveau national ailleurs, régional ou mondial. Et là, elle dit, on voit qu'il y a une internormativité par imitation ou carrément par renvoi plus ou moins explicite. Alors, les exemples, parce que c'est très bien de parler comme ça dans le flou, elle dit,
Quand je regarde la Convention de l'Union européenne de 1997 contre la corruption, eh bien on voit que ce n'est pas un copier-coller, mais presque. Certaines parties de la Convention de l'Union européenne se retrouvent quasiment intégralement dans la Convention du Conseil de l'Europe adoptée en 1999. Donc là, on a vraiment un transfert de texte. De la même manière, je ne reviendrai pas dessus, la reprise par l'Union européenne de la Convention européenne des droits de l'homme. On a vu comment l'Union européenne, à travers d'abord les principes généraux du droit, et puis après par rapport à une référence explicite à la CEDH, et puis maintenant même à l'adhésion, bien reprend le corpus jurisprudentiel, mais aussi le traité qu'est la Convention européenne des droits de l'homme. Ou encore les règles de procédure inscrites dans les statuts du TPY, donc le Tribunal pénal international concernant l'ex-Yougoslavie, qui sont... Là, ce n'est plus un copier-coller, mais très directement inspiré de l'article 14 du pacte sur l'ONU. Donc voilà, dans son livre, elle donne évidemment des pléthores d'autres exemples, mais là, vous voyez bien ce que c'est vraiment une reprise à un même niveau de pouvoir. Toujours dans cette coordination, un deuxième sous-groupe qu'elle appelle les jeux d'interprétation croisée. Dans ce cas-ci, ce ne sont plus des producteurs de droit, mais ce sont divers organes judiciaires, juridictionnels, quasi-juridictionnels, par exemple le panel de l'OMC, c'est quasi-juridictionnel, qui sont chargés d'appliquer les normes à des cas concrets, donc qui ont quand même un pouvoir de décision. Et donc, en fait, les jeux d'interprétation croisée, l'autre nom de ce jeu, c'est le dialogue des juges, le dialogue des jurisprudences. C'est qu'on remarque de plus en plus que les juges regardent les jugements des autres juridictions, s'inspirent des cours suprêmes d'autres États, d'autres organismes régionaux, soit directement par une citation des jugements étrangers, et on retrouve un certain nombre de jugements qui font des citations expressis verbis de jugements d'un autre ordre juridique, ou peut-être de manière plus légère uniquement des échanges d'arguments, où, et ça je le sais, de nombreux juges font une capitalisation informelle de jurisprudence, c'est-à-dire que dans leur bureau, ils gardent des classeurs dans lesquels finalement ils reprennent la jurisprudence d'ailleurs et l'utilisent directement, si vous voulez, de manière moins informelle et plus discrète. Et donc, ça je ne dois pas revenir là-dessus, le dialogue des juges est un phénomène qui est maintenant étudié depuis de nombreuses années, et qui est prouvé et qui a tendance à se répandre de plus en plus. Ça va, vous suivez tous? Tout est clair? Donc, premier niveau terminé. Nous en arrivons maintenant à l'harmonisation. L'harmonisation maintenant par rapprochement. L'harmonisation, c'est une intégration qui, par essence, par définition, est imparfaite. Mais là, on ne se retrouve plus à un niveau horizontal et on arrive dans un niveau vertical. Mais cette verticalité a une particularité, c'est que c'est une verticalité à double sens. Du haut vers le bas, mais du bas vers le haut. L'harmonisation peut s'entendre du haut vers le bas, ça c'est le cas le plus classique, mais également, comme avec les principes de subsidiarité ou avec la complémentarité dans les statuts de Rome, de bas vers le haut. C'est-à-dire que lorsqu'on veut prendre une directive en droit européen, lorsqu'on veut légiférer au niveau de l'Union européenne, se pose la question, bien entendu, de la compétence, qui est compétent pour le faire, et lorsque c'est une compétence partagée, comme c'est dans la plupart des cas le cas, et entre les États membres et l'Union européenne, à ce moment-là se pose la question de savoir quel est le niveau le plus adéquat pour pouvoir prendre une mesure législative. Et là, c'est vraiment tout un débat politique, c'est une discussion pour savoir si on doit plutôt penser ce problème au niveau régional européen ou alors au niveau des États membres. Et donc, très souvent, c'est au niveau des États membres que c'est donc plus pertinent. Et donc, on peut très bien imaginer donc, ce phénomène plutôt du bas vers le haut. Ou la complémentarité dans le statut de Rome sur la Cour pénale internationale, c'est que ce sont d'abord les règles nationales qui sont utilisées. C'est en cas de défaillance de ces règles nationales qu'à ce moment-là, on utilise le statut de Rome sur la Cour pénale internationale. L'idée de l'harmonisation, en fait, c'est l'idée de l'effet d'entraînement, d'engrenage, j'ai marqué ici. C'est qu'on se met d'accord d'abord sur un petit nombre de règles, et puis ce petit nombre de règles communes, on remarque, c'est la théorie institutionnaliste, néo-institutionnaliste en plein, c'est que, ce petit nombre de règles communes vont déboucher sur un certain nombre d'autres règles qui vont presque naturellement, eux aussi, s'uniformiser, ou en tout cas s'harmoniser, et l'harmonisation, qui au départ peut être très modeste, aboutit en général à une harmonisation beaucoup plus importante. D'ailleurs, au départ, ce petit nombre de règles sur lesquelles les différents
les différentes parties prenantes, les différents acteurs s'accordent, sont en général des règles de procédure, parce qu'il est plus facile de se mettre d'accord sur des règles de procédure que sur des règles matérielles. Et donc on voit qu'on met en place des procédures communes, et puis finalement, les procédures aboutissent bien souvent à une politique même cohérente, une politique harmonisée, et nous en avons un exemple de nouveau au niveau de l'Union européenne avec le marché intérieur, où l'Union européenne met en place quelques règles essentielles, quelques règles minimales, et ensuite chaque État membre peut développer son propre corpus de règles pour son État-nation. On remarque qu'avec le principe de reconnaissance mutuelle, eh bien, ces règles ont tendance à s'harmoniser, on se fait confiance l'un l'autre, et actuellement, on peut dire que le marché intérieur, quoique n'étant pas uniformisé, connaît des règles qui sont globalement harmonisées. Deuxième sous-catégorie dans l'harmonisation, c'est la fameuse marge nationale d'appréciation. Alors ça, Madame Delmas-Marty adore ce concept de marge nationale d'appréciation. Elle considère que ça, c'est le principe phare du pluralisme ordonné. Elle considère que ça, c'est l'exemple type. C'est vraiment l'idée d'une intégration, mais avec une résistance nationale. On est très proche, évidemment, de ce que je vous ai décrit juste avant, puisque c'est dans la même famille. C'est-à-dire que les États disposent, il existe une marge d'appréciation à un niveau de pouvoir, mais cette marge n'est pas illimitée. Elle impose une limite, un seuil de compatibilité. C'est l'illustration par excellence de concevoir l'harmonisation comme un processus qui ordonnerait les uns par rapport aux autres des ordres juridiques partiellement distincts. Et donc, de nouveau, les directives européennes en sont un exemple, mais de manière encore peut-être plus illustrative, la jurisprudence de la CEDH, où on a des principes communs qui sont inscrits dans la Convention, mais où très souvent la Cour se refuse d'aller trop loin en disant « là, je m'arrête ». En fait, c'est à l'État de savoir exactement quels sont ses us, coutumes, son système national, et je ne veux pas m'immiscer jusque dans les moindres détails. Je m'arrête plutôt au niveau des principes. Et donc, ça crée une harmonisation tout en gardant tout en gardant une série de petites différences. Troisième catégorie, c'est carrément l'unification. Alors, Madame Delmas-Marty nous dit, et ça, elle est parfaite en termes de pluralisme ordonné. D'un point de vue formel, cette perfection n'est toutefois pas, même si d'un point de vue formel, elle est parfaite, cette perfection n'est pas garantie d'un point de vue empirique, car l'unification implique de nombreuses difficultés de mise en œuvre, car elle risque d'être largement ineffective. Ce n'est pas parce qu'on impose un corpus de règles quelque part que forcément il sera suivi. Et très souvent, lorsqu'on est dans un processus d'unification d'imposition, nous dit Mme Delmas-Marty, à ce moment-là, il y a de la résistance. Et on voit que l'effectivité de ces règles n'est pas toujours optimale. Par ailleurs, pourquoi elle n'est pas optimale? Parce qu'il y a un peu de résistance axiologique, c'est-à-dire que quand on impose quelque chose à un partenaire ou à un autre ensemble, à ce moment-là, on n'a pas été part au processus et donc il y a des phénomènes de résistance. Et c'est pour ça qu'au sein de l'unification, elle décide de distinguer très clair, elle propose de distinguer clairement l'unification par transplantation, qui lui aurait ce caractère un peu plus hégémonique et d'imposition, à l'unification par hybridation, où là il y aurait plus un dialogue, un flux, un échange, et c'est cette unification-là qu'elle soutient et qu'elle préfère. Alors, cette unification par transplantation, donc elle est unilatérale d'un système à l'autre, et comme je vous le dis, il y a un risque clair de domination hégémonique. Alors, il y a deux exemples qui sont assez amusants. C'est le fameux rapport qui s'appelle « Doing Business », qui a été rédigé par la Banque mondiale. Et en fait, ils ont fait une étude où ils expliquent que pour faire du business dans le monde, eh bien, il y a quand même un corps de règles qui est beaucoup plus adéquat, c'est le système de common law. Et donc, ce rapport de la Banque mondiale propose assez clairement que pour les États qui se chercheraient des nouvelles règles commerciales ou qui désiraient développer leur business, eh bien, les règles de common law paraissent être clairement les plus pertinentes et les plus efficaces. Un autre exemple, c'est cet inventaire établi par la CIA en 2000, c'est une sorte de map-monde dans lequel les différents pays du monde étaient colorés en trois couleurs. Il y avait, je pense, le bleu pour les systèmes de common law, le rouge pour les systèmes romano-germaniques, et puis le blanc pour le reste du monde.
avec cette idée de dire, ben voilà, ce qu'il y a en blanc sont des marchés à prendre, des marchés du droit à prendre. Et donc, la CIA suggérait indirectement, si vous voulez, au common law, au système américain, en tout cas au droit américain, de transplanter leur système dans ces pays qui étaient blancs, soi-disant sans droit ou avec un droit moins développé. Et dans ce pot, donc, il y avait aussi bien le système chinois que indien, que japonais. C'était considéré comme tous le même, une même catégorie. Ça, c'est donc l'unification par transplantation. Alors, il y a l'unification par hybridation. Là, c'est une combinaison des différents systèmes. Là, c'est véritablement, selon elle, une approche pluraliste. Et durant de nombreuses pages, elle nous décrit la manière dont la procédure mise en place pour les tribunaux pénaux internationaux a été négociée, c'est finalement concrétisé et maintenant appliqué, que cette procédure en fait est un doux mélange entre la procédure civiliste et la procédure de common law, et qu'elle a des aspects des deux parties, et que voilà, on est tombé à un équilibre. Alors elle dit que cet équilibre était dans les textes, et puis qu'avec la pratique, ça a un petit peu plus glissé vers une pratique de common law, mais qu'un certain nombre de juges avaient réagi. Et donc là, elle trouve qu'il y a un dialogue, il y a un échange. En tout cas, il y a une réflexion qui a été faite sur cette procédure devant les tribunaux pénaux internationaux. Voilà pour le premier des deux auteurs de ce pluralisme ordonné, qui est Mme Mireille Delmas-Marty. Je vous propose maintenant d'étudier ensemble un auteur beaucoup moins connu qui nous vient des États-Unis et qui s'appelle donc Paul Chief Berman. Je vous ai fait une petite biographie parce que, vu qu'il est moins connu, c'est toujours intéressant de voir d'où il vient, ce qu'il fait. Donc, c'est un diplômé de Princeton et il est docteur en droit de New York. Il a donc travaillé dans les juridictions en tant que référendaire à la Cour d'appel ainsi qu'à la Cour suprême. Il est avocat, il est professeur de droit, il est récemment doyen de la Washington University et je trouvais ça assez étonnant. Il est directeur artistique d'un théâtre à New York, d'un gros théâtre de New York. Je trouve que c'est un monsieur qui doit certainement avoir ses journées bien remplies. Donc ce monsieur Berman s'inscrit, si vous voulez, dans une même logique que Mireille Delmas-Marty, mais il a une approche que je trouve très différente, pas très différente, différente. Il a une approche où il met plus les mains dans le cambouis. C'est quelqu'un qui va aller peut-être plus loin que Mireille Delmas-Marty, dans la mesure où Mireille Delmas-Marty a une approche assez descriptive de la réalité, alors que Paul Chief Berman va proposer carrément des mécanismes en disant, mais voilà, je pense que le pluralisme ordonné est une bonne chose. Eh bien, pour pouvoir créer ce pluralisme ordonné, il faut utiliser ce type de pratique, ce type de mécanisme, ce type d'institution. Et donc, il va plus loin, il se risque finalement à la pratique. Mais bon, au départ, dans chacun de ces articles, le point de départ est à peu près le même. La réalité est hybride. Et c'est un véritable vivier d'exemples. C'est très agréable à lire dans la mesure où M. Berman va trouver des situations pleines d'hybridité, de transnationalité, de mixité, d'hybridation dans le monde entier. Et donc il dit, mais vous voyez, le monde qui nous entoure est hybride, on ne peut plus penser le droit avec uniquement une logique étatique. Et il dit, regardez, si on voit ce phénomène-là, si on le pense dans une logique étatique, on rate 2/3 du phénomène. Et il dit, ben voilà, cette réalité est hybride, et toutefois, la plupart des réponses, eh bien, elles sont soit souverainistes, soit universalistes. Et dans un cas comme dans l'autre, elles sont réductrices. Alors, il parle en général, pour parler du souverainisme, de territorialisme souverain, qu'il considère comme non adéquat ou non pertinent pour deux raisons. D'une part, parce qu'il est idéologique, et deuxièmement, parce qu'il est déconnecté du réel. Idéologique, parce qu'il considère que l'État-nation est un mythe, qui n'a rien de naturel ou d'inévitable, et que rien ne nous empêche de penser le droit, de repenser le droit avec un autre cadre conceptuel qui n'est plus l'État, et déconnecté du réel, parce que justement, avec tous ces exemples, il prouve bien que les situations sont de plus en plus transnationales, et que les normes non étatiques prennent une place de plus en plus importante dans la vie quotidienne. Et ces normes non étatiques qui prennent de plus en plus de place font de moins en moins référence ou sont en général assez éloignées du concept de territorialité qui est au cœur même de la souveraineté. Donc, après avoir critiqué le territorialisme souverain, il critique l'universalisme, où il dit qu'en fait l'universalisme
est un terme trompeur, que derrière l'universalisme se cache la plupart du temps un hégémonisme, que cet universalisme, c'est de la poudre aux yeux. Il n'existe pas, écrit-il, de world law en bien des domaines. Il n'existe sans doute pas, selon lui, de constitutionnalisme global. Et il considère donc que cet universalisme efface la diversité. Et donc voilà, mais il en arrive tout naturellement à la conclusion que ces deux manières de concevoir le droit ne prennent pas en compte cet élément qu'il considère si important et qui est au cœur de la plupart de ces exemples, qui est l'hybridité. Cette hybridité qui, selon lui, est présente dans la plupart des phénomènes normatifs, mais qui représente aussi une valeur indépendante. C'est-à-dire qu'il va plus loin que le constat, il en fait carrément une valeur devant être promue. Et donc forcément, vous aurez bien fait le lien entre hybridité et pluralisme. Et il considère que cette hybridité, elle doit être défendue et promise parce qu'elle permet de gérer les conflits plutôt que de les ignorer, de les éliminer. Il dit dans les deux autres versions que sont l'universalisme et le souverainisme, en général, on a tendance à cacher les problèmes en apportant une solution unique à une situation litigieuse. Il dit non, il faut gérer ces conflits, cette hybridation. Il considère que cette hybridation permet de faire passer les ennemis en adversaires. La différence pour lui entre ennemi et adversaire, c'est qu'avec l'adversaire, on partage un espace symbolique commun. On peut discuter, trouver une solution, alors qu'avec un ennemi, ce n'est pas possible. Il s'inspire directement des écrits de Chantal Mouffe pour cette distinction entre ennemi et adversaire. Et en même temps, il considère et il explique dans des pages peut-être parfois un petit peu mielleuses que cette hybridation permet la tolérance et le dialogue et un discours très humaniste sous-jacent. Bien entendu, il est conscient que ce qu'il propose, en fait, c'est la carte de l'audace, c'est la carte de la difficulté, parce que dans de nombreux cas, cette hybridation va donner lieu à une aporie, va donner lieu à des cul-de-sac. Il n'y a pas de solutions qui permettront de vraiment rendre compte de cette hybridation. Et donc, dès le départ, il fait état, si vous voulez, un petit peu d'un constat d'échec dans un certain nombre de situations, mais il dit que ce n'est pas parce que, dans un certain nombre de situations, cette hybridation ne prendra pas qu'il faut pour autant baisser les bras. Il y a quelque chose donc de beaucoup plus volontaire chez Berman que par rapport à Mireille Delmas-Marty. Et donc, comme je vous l'avais dit, il va plus loin et il propose carrément des mécanismes procéduraux et des pratiques qui vont permettre de surmonter les conflits sans réduire cette hybridité ou cette pluralité inhérente à notre société. Et alors, ça, évidemment, c'est son écueil. Je pense que c'est la limite de son raisonnement, c'est qu'il dit « Ces mécanismes que je vais vous proposer, je pense qu'ils sont efficaces, qu'ils permettront donc de gérer cette pluralité de notre société, mais il faut que ça ne peut fonctionner qu'à partir du moment où les gens avec lesquels cette hybridation est possible, ces mécanismes sont mis en place, partagent un minimum de valeurs communes. » Et ce minimum de valeurs communes, ce sont les principes libéraux. Il dit, voilà, pour que ça fonctionne, il faut que les interlocuteurs, les différentes parties prenantes, acceptent les principes libéraux de base. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, cette hybridation n'est pas possible. Je vous propose de relativement rapidement passer en revue les 9 mécanismes qu'il propose dans ces différents textes. Les textes parfois en proposent d'autres qui sont des variantes. J'ai essayé d'en faire une synthèse à travers ce PowerPoint. La première, c'est le Dialectical Legal Interaction. Là, je ne vais pas être très très long dans la mesure où, en fait, cette interaction, eh bien, elle peut prendre soit la forme de ce qu'on connaît maintenant bien, le dialogue des jurisprudences, le dialogue des juges, qui peut être multiniveau, multiforme. Et si on ne se place plus dans la perspective du juge, mais dans la perspective vraiment du producteur de droit, il considère que un producteur de droit, un parlement, un exécutif, eh bien, avant de prendre une décision, avant de produire un texte, devrait automatiquement mettre en place des systèmes de monitoring qui lui permettraient de s'informer, de faire finalement œuvre de droit comparé et de voir ce que d'autres régions, d'autres États, d'autres communautés infra-étatiques ont fait pour résoudre des problèmes communs et de s'en inspirer lorsqu'on considère que c'est pertinent. Donc le processus de monitoring systématique.
Deuxième processus qu'il propose, Limited Autonomy Regime. Là, on se situe dans le cadre d'interaction entre le droit étatique et le droit non étatique, c'est-à-dire qu'il dit, ben voilà, je remarque, je constate qu'il y a de plus en plus d'interactions entre l'État et des groupes non étatiques, et il faut essayer d'articuler, d'ordonner donc ces différents producteurs de normes. Et l'idée qu'il défend, c'est d'offrir un degré d'autonomie à des groupes non étatiques de type ethnique, religieux, linguistique. Et il prend comme exemple la Belgique en disant, ben voilà, en Belgique, il y a différentes communautés linguistiques et on voit que ces groupes relativement homogènes bénéficient d'un certain nombre de droits et il prend ça en exemple. Donc là, je crois que je ne vais pas vous faire un cours de droit constitutionnel belge que vous connaissez bien, donc vous voyez bien de quoi il parle. Il dit, mais dans un autre sens, ces groupes infra-étatiques, ils ne sont pas toujours regroupés sur une partie du territoire ou identifiables très facilement. Il dit parfois c'est parsemé sur un territoire, c'est plus horizontal. À ce moment-là, il faut penser à d'autres types de mécanismes qui sont des mécanismes de mise en place de consultations formelles ou un nombre de sièges au Parlement qui leur serait garanti, un droit de veto sur certains sujets. Et donc, il propose toute une série de mécanismes qui ne se reposent pas sur donc, une certaine forme de territorialité, mais sur plutôt des formes de participation et de droit de blocage. Au soutien de ces mécanismes-là, il prend l'exemple du Canada, de l'Inde ou Singapour, où il existe actuellement des systèmes judiciaires parallèles pour les questions de droit de la famille, de droit des personnes, qui sont pour un certain nombre de religions particulièrement importants et où où l'État a admis qu'il existe des tribunaux religieux pour les questions de mariage, d'adoption. Et donc dans ces trois États, il existe donc des systèmes judiciaires parallèles, civils et religieux. Deuxième mécanisme de Paul Chief Berman. Nous en arrivons au troisième, Safe Harbor Agreement. Drôle de concept qui se trouve un petit peu à mi-chemin entre la reconnaissance mutuelle et le Gentleman Agreement, où en fait ce sont des partenaires qui se font confiance, mais pas totalement et veulent quand même garder un peu de contrôle. On se trouve un petit peu à mi-chemin entre la confiance totale et la méfiance. Et donc l'idée de ces agreements, c'est de se dire, ben voilà, nous avons des systèmes, nous par exemple américains et européens, qui sont communs, des principes qui sont relativement communs sur une série de sujets, mais les détails changent sur nos deux territoires. Eh bien l'idée, c'est de mettre en commun ces principes communs, de dire, ben voilà, ça c'est notre enveloppe sur laquelle on est d'accord, et pour les détails, on ne s'enquiquine pas mutuellement. Typiquement, la réglementation concernant la data privacy, donc le caractère privatif des données personnelles, eh bien, une entreprise américaine qui s'installe en Europe, doit respecter des principes communs qui ont été établis par les autorités européennes et les autorités américaines. Et les autorités européennes ne vont pas demander aux entreprises américaines installées sur le territoire européen un accomplissement total de la réglementation européenne sur ce sujet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on respecte une série de principes communs mis en commun dans cet agreement, c'est suffisant. Et de la même manière, les entreprises européennes se trouvant aux États-Unis ne doivent pas totalement respecter le droit américain, mais uniquement ces principes communs. Et ils considèrent que c'est une belle manière de faire du pluralisme. Alors ça, c'est très étonnant, c'est l'approche pluraliste de conflits de droit international privé. Alors, il adresse une critique assez forte des conceptions classiques de droit international privé qui utilisent trop souvent le critère territorial afin de déterminer la loi ou le juge compétent. Parce que, je vous le rappelle, le droit international privé reste un droit national avant tout. Et donc il dit, mais ces critères sont trop territoriaux, ces critères sont trop étatiques, souverainistes. Il dit, le juge doit essayer de se départir de ces critères-là et il doit regarder. Il doit d'abord bien étudier le dossier et après regarder quel est le droit et le juge le plus adéquat, le plus pertinent. C'est-à-dire ne pas être limité par des règles trop formelles qui l'encacreraient en quelque sorte dans un système en particulier. Donc, il dit, ben voilà, le juge peut faire une espèce de shopping, et donc vraiment d'aiguiller le procès vers tel ou tel juge ou tel droit applicable.
Et ce qui est amusant, c'est qu'il va même encore plus loin que ça, c'est qu'il suggère que le juge choisisse les règles adéquates ou une partie des règles adéquates. Et donc, je vous ai carrément mis la phrase pour bien vous montrer que je suis dans ce qu'il promeut directement, c'est que le juge développe des règles hybrides qui correspondent à un ou plusieurs systèmes. Et donc, il fait un petit mix, un petit cocktail des règles qu'il considère les plus adéquates et les plus pertinentes pour le cas qu'il a en face de lui. Et il prend... Ah oui, et ce juge doit également avoir un but, c'est d'éviter la race to the bottom, c'est-à-dire le nivellement par le bas des protections des citoyens. Et il prend pour exemple le site internet www.barcelona.com. Alors c'est quoi cette histoire? C'est aux États-Unis, une entreprise a acheté à un moment cette adresse internet. Très bien. Cette entreprise qui a acheté ça n'a aucun lien avec Barcelone. C'est vraiment un achat. Voilà, c'est une société d'un État des États-Unis qui n'a pas de bureau à Barcelone ni en Espagne, qui ne parle pas espagnol. Et à un moment, la municipalité de Barcelone désire acquérir cette adresse. Et donc, elle porte cette affaire devant le juge parce qu'aucun accord amical n'a pu être trouvé. Elle porte cette affaire devant le juge et le juge américain, à la fin de l'affaire, considère que finalement l'entreprise américaine a acheté comme il se devait et selon le droit américain cette adresse Internet et qu'il n'y a pas de raison de l'exproprier en quelque sorte de cette adresse. Et ça, il considère que c'est un véritable scandale que la municipalité de Barcelone ne puisse pas avoir recours ou pouvoir utiliser cette adresse Internet-là et donc, à travers cet exemple-là, montre bien l'aporie de la conception classique du droit international privé en disant que voilà, on est déconnecté du réel, que c'est un véritable hold-up. Cinquième, alors ça c'est très difficilement traduisible, jurisdictional redundancies. C'est aussi assez étonnant, c'est l'idée que lorsque deux juridictions sont potentiellement compétentes pour une même affaire, le déclinatoire de compétences ou l'irrécevabilité n'est pas toujours inutile et que des décisions concurrentes créent des effets bénéfiques. Donc vous imaginez, lui qui est pluraliste, il aime bien finalement ces situations un petit peu de, comme il dit, de overlapping, de situations pas claires où deux corpus de droit sont confrontés l'un à l'autre mais ne s'excluent pas mutuellement. Et donc il considère que quand deux juridictions sont potentiellement compétentes, c'est très bon d'avoir soit deux décisions, soit des déclinatoires parce que ça crée des effets. Ce qu'il veut, c'est de l'émulsion en quelque sorte. Parce que cette émulsion, elle pousse au dialogue et à la prise en compte des intérêts plus larges. Il trouve que trop souvent, on refuse de prendre en compte les intérêts de l'autre. Et donc, ces mécanismes-là, vous aurez remarqué, poussent toujours à ce qu'on essaye de mieux comprendre l'autre ou en tout cas d'entendre leurs arguments. Et donc là, parmi les exemples qu'il cite, il y a l'exemple du président argentin Kirchner ou celui du leader chilien Pinochet. C'était le juge Garzón qui avait fait une demande d'extradition de Kirchner pour pouvoir le juger en Espagne par rapport aux violations du droit humanitaire qu'il avait commis. Et en fait, le juge Garzón s'était vu opposer une loi d'amnistie argentine à l'époque. L'Argentine avait voté une loi d'amnistie pour une certaine époque de ce despotisme. Et en fait, du fait que cette affaire ait été mise sur la place publique, qu'elle avait un caractère transnational, que ce soit le juge Garzón, eh bien, ça a fait bouger les choses au niveau argentin. Et la Cour suprême s'est saisie de l'affaire et a annulé la loi de l'amnistie. Cette loi d'amnistie a été annulée et a permis au procureur général argentin de poursuivre, l'article, je ne sais plus, dit 766 personnes pour des méfaits pendant la période où Kirchner était au pouvoir. Et donc, il dit, ben voilà, c'est grâce finalement à ce refus, ce refus d'extradition que ça a pu bouger au niveau argentin et que des centaines de personnes ont pu être jugées. Avec Augusto Pinochet, je pense que tout le monde connaît cette affaire, mais ça a donné lieu à des faits similaires, même si Augusto Pinochet n'a pas été jugé in fine. Un certain nombre de dignitaires de son régime, je pense qu'il parle de 50 dignitaires, ont été, à la suite de cette histoire, également jugés au Chili pour leur violation du droit pénal. Mais il ne limite pas cette
ce mécanisme au judiciaire, il considère aussi que derrière ce chapitre de jurisdictional redundancy, il y a l'idée que les juges ou les législateurs ou le pouvoir exécutif prennent en compte les normes infra-étatiques. Et que donc c'est donc un mouvement dans ce cas-ci qui est plus bottom-up, parce que le fait qu'on dise mais la règle étatique qui est utilisée n'est plus la règle que les acteurs de telle politique utilisent au quotidien, si vous voulez, le fait qu'on mette en concurrence la norme étatique avec une autre crée cette obligation pour la norme étatique et pour les autorités de l'État de devoir se justifier, de soit prouver que la norme est plus pertinente, ou alors de prendre ou de s'inspirer en tout ou en partie des normes non étatiques. Et donc, il explique que ça, c'est particulièrement fréquent en common law, où dans des affaires commerciales, eh bien, très souvent, les normes non étatiques viennent peu à peu remplacer les normes étatiques, et il explique que ça crée un mouvement qui est totalement en phase avec l'hybridité qu'il défend. De manière plus classique, sixième mécanisme, la participation, les hybrid participation arrangement, c'est l'idée qu'on doit essayer autant que faire se peut de prévoir une mixité au sein des organes décisionnels prévus, entendu ici au sens large. Pourquoi? Eh bien parce que cette mixité permet une légitimité, une acceptation de la décision plus grande. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne qui produit le droit ou qui a à juger, eh bien, si vous vous reconnaissez en partie en elle ou en sa composition, à ce moment-là, vous aurez plus vite tendance, la population aura plus vite tendance à accepter les normes qui seront prises, mais également à pouvoir influencer, dans une certaine mesure, le processus. Et donc, il prend un certain nombre d'exemples. Il existe aux États-Unis actuellement encore des jurys mixtes où il est imposé dans des jurys d'avoir un certain nombre d'ethnies ou des ratios hommes-femmes. Il prend aussi l'exemple de la Cour constitutionnelle bosniaque où, de manière étonnante, il est prévu que sur les 9 juges de la Cour constitutionnelle, 3 d'entre eux ne soient pas bosniaques, ce qui est quand même rare pour une Cour constitutionnelle, qui permet, si vous voulez, cet effet d'osmose dans l'ordre juridique bosniaque. Et il dit alors là vraiment que c'est tout à fait adéquat dans les situations post-conflictuelles comme au Timor oriental, en Sierra Leone ou en Cambodge, où finalement les instances de jugement doivent être le plus mixtes possible et prendre toutes les parties à l'ancien conflit, qu'elles soient également impliquées dans l'organe de décision. Mais il ne limite pas ses propositions au domaine judiciaire et prend 2 autres exemples. L'exemple de l'accord intervenu entre le Tchad et la Banque mondiale. La Banque mondiale a accordé un prêt au Tchad pour la construction d'un oléoduc. C'était un prêt qui était très très important, mais la Banque mondiale a mis une condition. La condition, c'est de participer ou d'être présent de co-gérer en quelque sorte la manière dont l'argent résultant de l'oléoduc sera géré. Et donc on a vraiment la Banque mondiale qui devient un des dirigeants du Tchad, ou en tout cas pour l'affectation de cette manne d'argent, eh bien, elle est impliquée directement. Il considère que c'est un bon processus. De la même manière, il dit, ça c'est l'exemple à l'extrême, l'IETF, c'est l'Association internationale pour tout ce qui est Internet, où chaque citoyen, chaque individu peut participer aux décisions prises au niveau mondial. C'est une ONG où il y a un droit de participation de tout un chacun, de tous ceux qui ont un intérêt, et il trouve que c'est un très beau projet. Nous en arrivons au 7e mécanisme. Ça va, vous tenez le coup? Parfait. 7e mécanisme, subsidiarité, j'en ai déjà parlé. Il considère que la subsidiarité est à promouvoir parce qu'elle permet de gérer les différentes relations entre les différents niveaux de pouvoir, c'est assez clair, on connaît bien la personne. Elle permet par ailleurs de garder une identité locale, puisqu'on n'est pas dans une logique d'unification, et une fois de plus, elle oblige à prendre en compte les autres régulateurs possibles, c'est-à-dire qu'avant qu'une action soit entreprise dans un domaine particulier, la subsidiarité oblige de regarder quel est le législateur ou quel est le décideur le plus adéquat et donc oblige à faire valoir les arguments. Il prend 2 exemples. L'Église catholique qui a en son sein une règle qui consiste à dire que c'est le niveau le plus proche du problème qui doit gérer le problème. C'est une grande règle, donc vraisemblablement la subsidiarité
au sein de l'Église catholique, et l'exemple de la lutte contre le réchauffement climatique, où là, on a bien vu qu'il y avait une interaction entre les différents niveaux de pouvoir, où ça va du plus petit niveau local, où on essaye de mettre en place, par exemple, un champ d'éoliennes dans une commune d'un État subsaharien, et qui va jusqu'au protocole de Kyoto ou aux grands accords internationaux, et que la subsidiarité a permis cette ventilation entre les différents niveaux de pouvoir en essayant de les articuler les uns aux autres. Alors, marge nationale d'appréciation, le huitième processus, avec l'arrêt que tout le monde connaît bien ici, Otto Preminger Institute, hein, où la Cour européenne des droits de l'homme a décidé finalement de laisser l'État partie libre du choix de sa décision, parce que c'était quelque chose que, justement, c'était pas un principe, mais c'était une appréciation nationale, et donc il voulait laisser ça entre les mains de l'État parti. Donc c'est la même chose que pour Mireille Delmas-Marty. Et le principe de reconnaissance mutuelle que vous connaissez bien, c'est le principe d'harmonisation. L'harmonisation est difficile. Vous savez que pour le marché intérieur, dans un premier temps, on a essayé, dans les premières années du marché intérieur, on a essayé de prendre des règlements qui étaient exhaustifs, qui en allaient jusqu'à traiter de la taille, de la largeur d'un poireau. On a vraiment essayé d'avoir un corpus législatif commun. Ça prenait beaucoup de temps. Au Conseil, c'était l'unanimité qui était la règle, et on a vu que ce n'était pas possible. Pour débloquer cette situation justement d'unification qui prenait trop de temps et trop de retard, on a décidé de revoir ses ambitions à la baisse et de juste se mettre d'accord sur une série de principes communs qui étaient empreints de défense du consommateur, de la sécurité publique et de ce genre d'intérêt supérieur que l'Union européenne voulait absolument sauvegarder. Et pour le reste, on a dit que chaque État peut faire comme il veut, peut compléter ses règles avec ses sensibilités, avec sa connaissance socio-économique de l'État qu'il gère. Mais on ne pouvait pas aller à tout va, et donc si un État prenait un corpus de règles, il avait donc la possibilité de prendre son propre corpus de règles nationales en complément des principes communs, mais il devait reconnaître les règles des autres États appartenant à l'Union européenne. C'est le principe de reconnaissance mutuelle. Et à partir du moment où un produit était légalement produit dans un des autres 26 États membres, eh bien, il devait accepter que ce produit soit légalement commercialisé dans son État, quand bien même les normes selon lesquelles il aurait été produit ne correspondent pas aux normes de son État. C'est ça le principe de reconnaissance mutuelle qui a été consacré dans cet arrêt que vous connaissez certainement, l'arrêt Cassis de Dijon. Vous le connaissez tous, hein? Oui, parfait. Donc voilà, on est ici dans de l'hybridité. Oui. Pardon? Vous ne l'avez pas vu en philo? Oh là là, c'est terrible, quoi. Une école entière. Donc, Cassis de Dijon, vraiment, en un mot, consistait dans les faits suivants. Vous connaissez l'alcool, le Cassis de Dijon? Vous voyez, hein, quand on fait un petit kir, c'est du Cassis de Dijon. Et donc, c'est un produit qui est produit en France et a décidé de s'exporter en Allemagne. Mais en Allemagne, la réglementation en vigueur ne permettait pas de mettre les bouteilles Cassis de Dijon dans les rayonnages alcool. Je ne connais plus les détails exacts, mais en deux mots, il était trop haut en termes de volume d'alcool, et donc il était relégué dans la plupart des supermarchés dans une autre catégorie où les gens n'allaient pas parce que quand ils voulaient acheter de l'alcool, ils allaient dans le rayon alcool et non pas dans le rayon je ne sais pas quoi. Et en fait, on s'est rendu compte que cette législation allemande, qui a priori paraissait non discriminatoire, était en fait totalement calquée sur les produits allemands. C'est-à-dire que considérait comme alcool uniquement les alcools tels que l'Allemagne les produisait. C'est-à-dire dans le rayon bière, on allait dans des bières qui allaient jusqu'à 3 degrés d'alcool. Justement, la plupart des bières allemandes allaient jusqu'à 3 degrés d'alcool. Et donc les bières belges n'étaient pas dans le rayon belge. De la même manière, je crois que le Cassis de Dijon est considéré comme un apéritif, eh bien les apéritifs allemands allaient jusqu'à 15 et le Cassis de Dijon était 17. Et donc on voyait bien que cette réglementation allemande avait pour but de protéger ces produits nationaux. Et là, on a dit, ben non, cette affaire n'est pas importante en soi. La Cour de justice a dit non. L'Allemagne, vous ne pouvez pas utiliser une telle réglementation pour protéger vos alcools nationaux. La France considère dans son ordre national, si vous voulez, que le Cassis de Dijon est un alcool et peut le prouver. À partir du moment où la France
le considère comme alcool, eh bien vous devez, Allemagne, vous devez reconnaître le cassis de Dijon de la même manière et le commercialiser tout comme vos produits alcooleux allemands. Vous voyez, c'est ça, c'est l'idée de reconnaissance mutuelle. Mais la Cour de justice n'a pas pour autant annulé la réglementation allemande. Voilà pour la reconnaissance mutuelle. Alors, conclusion, je pense qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent dans ce que je vous ai présenté. Vous l'avez quand même assez bien senti que derrière ce pluralisme ordonné, il y a quelque chose d'assez volontaire, il y a quelque chose d'un petit peu idéologique, il y a quelque chose de militant. Le mot militant est peut-être fort, mais on essaye de proposer quelque chose d'autre, là où peut-être Mireille Delmas-Marty est un peu plus sur la réserve, M. Berman est plus actif dans la proposition. Et donc, quels sont ces présupposés idéologiques traversant le pluralisme ordonné? Bon, il y a de toute façon une lutte contre le monisme et l'État souverain, l'État qui serait l'alpha et l'oméga du droit, l'État qui égale le droit, ça c'est certain. On peut aussi y voir, peut-être c'est moins direct, mais on voit bien que le rôle du juge est très important, que dans la plupart des mécanismes qui sont proposés, c'est chaque fois le juge qui va jouer cette interface, qui va s'occuper de l'ordonnancement, de la hiérarchisation, que c'est lui qui va vraiment être l'articulation entre les différents corpus de règles et qui va trancher. Et donc je pense que le pluralisme ordonné, je vous soumets cette hypothèse-là, est à mon avis une manière de légitimer une montée en puissance du juge. Quant aux différences entre Delmas et Berman, je vous l'ai dit, à mon avis, il y en a une qui est plus descriptive et l'autre qui est un petit peu plus prescriptif. Maintenant, je suis tout à fait prêt lors de la discussion à entendre d'autres paramètres des personnes, des nombreuses personnes qui ont lu de nombreux articles de l'un et de l'autre. Et ensuite, je vous propose qu'on termine la deuxième heure par un petit point sur la cartographie par rapport à ce qu'on a déjà vu au préalable. Je vous remercie pour votre attention. Je pense que je suis resté 1 heure, montre en main, sur la chose et je serais ravi d'essayer de répondre. Et peut-être le top, ça serait vraiment qu'on puisse avoir une discussion tous ensemble parce que je ne connais sans doute pas beaucoup mieux Paul Schiff-Berman que Delmas-Marty, que ceux qui avaient en charge la lecture de ceux-ci.